Lyon-Merchine couverte.exe, chaque route sur laquelle vous avez déjà roulé, chaque pont que vous avez traversé, chaque bâtiment dans lequel vous êtes entré, il y a une chose qu'ils ont presque tous en commun. Et ce n'est pas l'acier, ce n'est pas le bois, ce n'est pas le verre, c'est le béton. Du béton bon marché, gris sans glamour. Le monde en fabrique tellement chaque année que si vous le versiez dans un seul fleuve gigantesque, ce fleuve s'étendrait du cercle polaire arctique jusqu'à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Ce n'est pas une métaphore, c'est simplement le calcul. Le béton est la deuxième substance la plus consommée sur Terre. La seule chose que les humains utilisent davantage, c'est l'eau. Pensez-y un instant. Plus que le pétrole, plus que l'acier, plus que le bois. Après l'eau, le béton gagne très largement. Et c'est pour cette raison que toute l'industrie de la construction s'est bâtie autour de lui depuis plus d'un siècle. Chaque grue, chaque plan, chaque norme de construction dans chaque pays de la planète part du principe que le béton est la réponse. Mais voici la partie dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Fabriquer du béton libère une quantité stupéfiante de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Pas un petit peu, pas une erreur d'arrondi. L'industrie du ciment à elle seule, qui ne représente qu'un ingrédient du béton, est responsable d'environ 8% de tous les gaz à effet de serre produits par l'humanité chaque année. C'est plus que tous les avions dans le ciel réunis. C'est presque autant que toutes les voitures et tous les camions circulant sur toutes les routes de la planète. Alors lorsqu'une équipe de scientifiques chinois a publié en 2025 une étude affirmant discrètement avoir changé la manière même dont le béton est fabriqué, et lorsque des ingénieurs en Allemagne, au Japon et en Corée du Sud ont commencé à se précipiter pour la reproduire, cela valait la peine d'y prêter attention. Si vous aimez les vidéos sur la technologie et l'innovation qui changent le monde de façon que personne n'avait vu venir, laissez un like et abonnez-vous à Chine Découverte pour ne jamais manquer les prochaines. Entrons maintenant dans toute l'histoire, car elle commence bien plus tôt que la plupart des gens ne l'imaginent. Pourquoi personne n'a réglé ce problème plus tôt? Pour comprendre pourquoi cette découverte est si importante, il faut d'abord comprendre pourquoi personne n'a résolu ce problème il y a plusieurs décennies. La réponse n'est pas que les scientifiques n'essayaient pas. La réponse, c'est que le béton est réellement l'un des matériaux les plus brillants jamais inventés. Et modifier quelque chose d'aussi brillant est extrêmement difficile. Il est assez bon marché pour que même les pays en développement puissent l'utiliser à grande échelle. Il est assez solide pour soutenir des gratte-ciel. Il peut être coulé dans presque toutes les formes qu'un concepteur peut imaginer. Il durcit tout seul, sans traitement spécial. Il ne rouille pas comme l'acier, ne pourrit pas comme le bois et ne se brise pas comme le verre. Et il dure très longtemps avec très peu d'entretien. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, aucun autre matériau n'a offert tout cela à la fois. Les ingénieurs aiment le béton parce qu'après des générations d'utilisation, ils savent exactement comment il se comporte sous contrainte, par temps froid, sous de lourdes charges et après des décennies d'usage. Les constructeurs l'aiment parce qu'il est disponible presque partout sur Terre. Les urbanistes l'aiment parce qu'une fois qu'il est en place, il a tendance à rester là. Toute la profession du génie civil repose essentiellement sur l'idée que le béton existe et qu'il fonctionne comme il a toujours fonctionné. Le problème est profondément enfoui dans la chimie et il ne peut pas être simplement contourné par l'ingénierie. Pour fabriquer du ciment, l'ingrédient liant essentiel du béton, il faut chauffer du calcaire à plus de 1400 degrés Celsius. À cette température, la roche se décompose et libère du dioxyde de carbone comme sous-produit chimique direct. Ce n'est pas seulement l'effet secondaire d'une énergie polluante. Même si toutes les cimenteries du monde fonctionnaient avec une électricité parfaitement propre, d'énormes quantités de carbone seraient encore libérées par la pierre elle-même. Les émissions sont intégrées à la recette, littéralement. Multipliez maintenant cela par l'échelle à laquelle le monde utilise le ciment. La Chine à elle seule, entre 2011 et 2013, a consommé plus de ciment que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Pas en une génération, pas en une décennie, en 2 ans. Des villes entières construites à partir de rien. Des autoroutes reliant des régions qui n'avaient auparavant aucune route. Des ponts au-dessus de fleuves qui n'avaient jamais été franchis. Ce rythme de construction a poussé la demande mondiale de béton à des niveaux qui auraient semblé impossibles il y a seulement 50 ans. Pendant des années, les chercheurs ont tenté de s'attaquer au problème morceau par morceau. Certains ont expérimenté le remplacement d'une partie du ciment par des déchets industriels comme les cendres volantes ou les laitiers. D'autres ont développé des bétons géopolymères utilisant des liants chimiques différents. Quelques-uns ont exploré la capture du carbone dans les cimenteries. Ces efforts ont aidé à la marge, mais aucun n'a suffisamment changé l'économie fondamentale du problème pour devenir véritablement mondial. Le processus central mélangé, couler et attendre que le béton durcisse, est resté presque exactement le même. La question que personne n'avait vraiment explorée était étonnamment simple, et si le problème n'était pas ce que l'on met dans le béton, mais ce qu'on lui fait au moment précis où il sort du malaxeur, la pression qui a tout changé, le béton frais n'est pas solide. Juste après le mélange, c'est une pâte épaisse et humide remplie d'eau, de bulles d'air piégées et de particules de ciment et de pierre disposées de manière lâche. Normalement, on le verse dans un moule et on attend. La gravité fait une partie du travail. Les outils de vibration aident un peu et avec le temps, les particules se tassent.
L'eau s'évacue lentement et le béton durcit dans la forme qu'on lui a donnée. Ce processus n'a pas changé de manière significative depuis des générations. L'équipe de recherche issue de l'université Tongji, de la China Building Materials Academy et de l'université Jiaotong de Shanghai a décidé de faire autrement. Au lieu de laisser la gravité et le temps faire le travail, elle a appliqué une pression mécanique au béton frais alors qu'il est encore humide et malléable. Entre 5 et 15 mégapascales de force, à peu près le type de pression que l'on trouve dans une presse hydraulique industrielle, comprimer le mélange de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui s'est passé ensuite a changé tout le monde interne du matériau. Les particules ont été forcées de se rapprocher si fortement que l'eau excédentaire et l'air piégé n'avaient nulle part où aller, sauf dehors. Le béton est devenu presque instantanément beaucoup plus dense, comme la différence entre un tas de sable légèrement entassé et un bloc de pierre comprimé. La porosité totale du matériau, c'est-à-dire la part du volume constitué de minuscules espaces et vides, a chuté d'environ 45% par rapport au béton standard. C'est énorme, car ces minuscules vides sont le point de départ de presque tous les problèmes du béton. Les fissures commencent dans les vides, l'eau pénètre par les vides. Les sels de déneigement et les produits chimiques de l'eau de mer passent par les vides pour atteindre les armatures en acier à l'intérieur, où ils provoquent une corrosion capable de détruire une structure de l'intérieur. Les dégâts liés au gel et au dégel se produisent lorsque l'eau coincée dans les vides se dilate en devenant de la glace. Réduisez les vides et vous corrigez d'un seul geste plupart des faiblesses à long terme du béton. Mais le changement le plus important s'est produit à une frontière dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. À l'intérieur de tout morceau de béton, il existe une zone de transition microscopique où la pâte de ciment rencontre chaque fragment de granulat. Dans le béton standard, cette frontière est en réalité la partie la plus faible de toute la structure. Elle est plus lâche et plus poreuse que la pâte ou la pierre prises séparément, ce qui signifie que c'est le premier endroit où une fissure se forme lorsque le matériau est soumis à une contrainte. Avec le moulage par compression, cette zone s'est fortement resserrée, avec jusqu'à 35% de vide en moins que dans le béton conventionnel. Le maillon faible de la chaîne est devenu beaucoup plus solide. Les résultats en laboratoire ont été frappants. La résistance à la compression a augmenté de plus de 80% dans les lots soumis aux pressions les plus élevées. La résistance à l'intrusion d'eau, au cycle gel-dégel et aux attaques chimiques, s'est également nettement améliorée. Et voici la partie qui fait immédiatement réagir les ingénieurs. L'équipe a obtenu tout cela sans ajouter quoi que ce soit de nouveau au mélange de béton. Pas d'additifs coûteux, pas de matériaux exotiques, pas de reformulation de la recette. Les mêmes ingrédients, traités différemment, ont produit un matériau fondamentalement meilleur. Les chercheurs ont ensuite publié toutes leurs données. Feuilles de calcul brutes, images microscopiques prises à très fort grossissement, mesures de force et de déplacement issues de tests mécaniques à l'échelle nanométrique. Tout était librement téléchargeable sous licence ouverte. Dans une industrie où les méthodes propriétaires et la recherche verrouillée sont la norme, ce niveau de transparence était presque aussi surprenant que les résultats eux-mêmes. Et lorsque d'autres ingénieurs ont pu vérifier le travail et reproduire les conclusions, la véritable excitation a commencé. Le rival en acier que personne n'avait vu venir pendant que l'histoire du béton se jouait dans les revues scientifiques, une technologie complètement différente se développait en parallèle. Et elle ne repensait pas seulement la manière dont le béton est fabriqué, mais aussi la question de savoir si certains bâtiments ont réellement besoin d'en utiliser autant. Elle s'appelle Bicor et elle a été développée par Broad Group, une entreprise chinoise connue pour faire dans la construction des choses que la plupart des gens jugent impossibles. Les panneaux Bicor semblent trompeusement simples de l'extérieur, 2 fines pots d'acier, maintenues à distance par une grille précise de tubes d'acier creux organisés selon une structure géométrique. L'ensemble ressemble un peu à l'intérieur d'un gaufrier, mais conçu avec une tolérance mesurée en fractions de millimètres. La conception s'inspire de l'aérospatiale, selon la même logique qui permet à un fuselage d'avion d'être à la fois incroyablement fin et incroyablement solide. En répartissant les contraintes à travers un lit structuré plutôt qu'en s'appuyant sur une masse brute de matériaux, les panneaux Bicor atteignent leur performance. Les pots d'acier gèrent la traction et la compression. Le treillis de tube gère la flexion et la torsion. Ensemble, ils créent un panneau pesant moins d'un dixième d'une dalle comparable en béton armé, tout en supportant des charges structurelles similaires. Broad Group avait déjà attiré l'attention au début des années 2010 en assemblant un hôtel de 30 étages en 15 jours grâce à une méthode de construction modulaire en acier. Bicor pousse cette approche encore plus loin. Les panneaux sont conçus pour s'emboîter avec des fixations robotisées, ce qui signifie qu'un étage de bâtiment peut être achevé en quelques heures, plutôt qu'en plusieurs jours. En 2025, un bâtiment de 10 étages à Chengdu a été assemblé avec des modules Bicor en moins de 30 heures. Les ouvriers ne se précipitaient pas. Le système est simplement conçu pour la vitesse, de la même manière que les meubles en kit sont conçus pour être assemblés sans outils spéciaux. Ce qui en fait plus qu'une simple curiosité, c'est sa performance sismique. Les bâtiments situés en zone de tremblement de terre ont un problème fondamental. Les structures traditionnelles en béton sont lourdes et les objets lourds sont difficiles à déplacer. Lorsque le sol tremble,
Toute cette masse génère des forces énormes que le bâtiment doit absorber. Les structures plus légères construites avec des panneaux Bécor absorbent et redirigent ces forces différemment, et les tests sismiques ont montré que les panneaux supportaient les chocs et les vibrations avec une résilience que les ossatures conventionnelles en béton avaient du mal à égaler. Dans les régions où les séismes sont une véritable préoccupation, ce qui couvre une part importante des zones les plus densément peuplées du monde, ce n'est pas un détail mineur. C'est un avantage fondamental en matière de sécurité. Bécor et le CCC résolvent des problèmes différents, mais ils pointent dans la même direction. L'un rend le béton réellement utilisé bien meilleur et bien plus vert. L'autre réduit la quantité de béton dont un bâtiment a besoin dès le départ. Lorsqu'on les associe, l'impact combiné sur le coût, la vitesse, le poids et les émissions est bien plus important que ce que chaque technologie peut offrir seule. Et c'est précisément cette combinaison qui a attiré l'attention de l'industrie mondiale de la construction. Le monde commence à copier les nouvelles et la science de la construction ne circule généralement pas vite. Les codes du bâtiment mettent des années à changer. Les grandes entreprises avancent prudemment, car les conséquences d'une erreur sur un matériau structurel se mesurent en vies humaines. Alors, lorsque l'intérêt international pour le CCC et Bécor a commencé à s'accélérer quelques mois seulement après la publication de 2025, cela signifiait que l'industrie reconnaissait qu'il se passait quelque chose de réellement différent. 34 familles de brevets internationales citent désormais la recherche chinoise originale avec des dépôts venus d'Allemagne, du Japon, de Corée du Sud et du Royaume-Uni. Il ne s'agit pas de simples citations dans un article académique. Ce sont des entreprises et des consortiums de recherche qui engagent des ressources juridiques et financières derrière cette technologie. En 2026, la Chine a exporté 12,4 millions de tonnes métriques d'additifs pour béton carbonaté vers les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Asie du Sud-Est. C'est 10 fois plus qu'à peine 2 ans auparavant. Lafarge Holcim, l'un des plus grands producteurs de ciment au monde, a signé un accord de licence de 5 ans avec Beijing Cement Group pour adapter la technologie Bécor à la construction préfabriquée européenne. En Allemagne, un consortium de recherche a mené des essais de tabliers coulés par compression sur un véritable projet autoroutier près de Berlin. Au Japon, Obayashi Corporation a lancé un programme de recherche conjoint avec l'Université de génie civil de Pékin, visant des réductions significatives de ciment dans les constructions liées à l'Expo d'Osaka. En Corée du Sud, Hyundai Engineering a annoncé son intention de construire une usine nationale de panneaux Bécor dans le cadre de son programme de développement Smart City. Ce qui motive tout cela n'est pas l'idéalisme, c'est le calcul. Dans les régions où les émissions de carbone sont taxées ou plafonnées, une réduction de 40% de l'utilisation du ciment se traduit directement par des coûts réglementaires plus faibles. Et sur n'importe quel marché, réduire le prix de l'ingrédient le plus coûteux de son produit tout en rendant ce produit plus solide n'est pas une tendance. C'est un avantage concurrentiel qu'aucune entreprise sérieuse ne peut se permettre d'ignorer. Comme l'a dit un responsable de recherche et développement, il ne s'agit pas de suivre une mode, il s'agit de rester en activité. Les essais en conditions réelles qui ont précédé toute cette activité industrielle ont été essentiels pour renforcer la confiance. Sur la rivière Pyeongchang, 150 mètres de tabliers de pont construits avec du CCC ont été surveillés en continu pendant 12 mois grâce à des jauges de contraintes et des capteurs d'humidité intégrés. La résistance à la compression en place atteignait en moyenne 61 mégapascales, exactement comme les prédictions du laboratoire. Aucune fissure visible, des mesures d'humidité stables tout au long de l'année. Chaque donnée issue de cette année de surveillance est archivée publiquement, disponible pour tout ingénieur, n'importe où, souhaitant la télécharger et la vérifier. À Shanghai, des panneaux muraux adjacents préfabriqués en Bécor, utilisés dans un projet pilote de logement, ont montré une amélioration de 15% de l'isolation thermique et ont nécessité beaucoup moins de réparation après installation que les panneaux préfabriqués conventionnels. La raison pour laquelle l'ingénieur du projet a choisi ce matériau n'avait rien à voir avec une image écologique. Il était plus solide, moins cher et accompagné de données. Cette combinaison, science ouverte, validation en conditions réelles et logique économique claire, est ce qui distingue ce moment des nombreux précédents où l'on affirmait que le béton était sur le point de changer. Cette fois, l'affirmation s'accompagne de preuves. Jusqu'où cela pourrait-il aller ? Les chiffres que les chercheurs associent au potentiel d'adoption du CCC sont presque difficiles à croire, jusqu'à ce qu'on se souvienne de la quantité de béton que le monde coule chaque année. Les modèles de cycle de vie suggèrent que remplacer seulement 30% du nouveau béton structurel mondial par le procédé de moulage par compression pourrait réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone d'environ 850 millions de tonnes. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que ce que produit l'Allemagne entière en une année. Toutes ces centrales électriques, toutes ces usines, toutes ces voitures et toutes ces exploitations agricoles réunies. Un changement de procédé appliqué à moins d'un tiers de la production mondiale de béton pourrait produire ce type de résultat climatique. Mais transformer une technologie prometteuse en norme mondiale est un long chemin, et il est important d'être honnête sur les endroits où ce chemin devient difficile. Les codes du bâtiment dans la plupart des pays sont mis à jour sur des périodes mesurées en années, parfois en décennies.
Ils avancent lentement par conception parce que le coût d'une défaillance structurelle n'est pas seul sans financier. Chaque pays qui veut adopter le CCC à grande échelle doit effectuer ses propres tests indépendants pour vérifier les résultats dans ces conditions. Local, suivre son propre processus d'approbation réglementaire et former sa propre main-d'œuvre afin qu'elle sache utiliser les équipements de moulage par compression de manière constante et correcte. La Chine peut partager les plans, mais le reste du monde doit faire le travail d'adaptation locale. Il y a aussi la question de l'infrastructure. Le moulage par compression nécessite des équipements que la plupart des centrales à béton ne possèdent pas actuellement. Moderniser les installations existantes ou en construire de nouvelles représente un investissement important. Pour les grandes entreprises de construction dans les pays riches, cet investissement peut être rapidement rentabilisé grâce aux économies de coûts et aux avantages réglementaires. Pour les petits entrepreneurs et les constructeurs des économies en développement, la barrière peut être beaucoup plus élevée, ce qui soulève de vraies questions sur la capacité de cette technologie à atteindre les régions du monde, qui ont le plus besoin de constructions abordables et moins carbonées. Aucun de ces défis ne change la réalité fondamentale de ce que montre la science. Ils définissent simplement l'écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui se produira réellement à grande échelle. Réduire cet écart est autant un défi politique, financier et de coordination qu'un défi technique. Les chercheurs qui ont publié ces travaux en 2025 ont donné au monde un outil. La question de savoir si le monde le saisira et l'utilisera à la vitesse exigée par la situation climatique est entièrement différente. Ce qui est clair, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, le processus fondamental de fabrication et d'utilisation du béton est réellement en train de changer. Pas seulement à la marge, pas seulement dans un laboratoire, mais dans de vraies structures que de vraies personnes utilisent dès maintenant. C'est nouveau. Et étant donné que le béton est la deuxième substance la plus consommée sur Terre, juste après l'eau, les changements dans la manière dont il est fabriqué ne restent jamais petits très longtemps. Si cette vidéo a changé votre façon de voir quelque chose sur lequel vous marchez et dans lequel vous vivez chaque jour, laissez un like et abonnez-vous à Chine Découverte pour découvrir d'autres vidéos sur les technologies qui transforment discrètement le monde. Et si vous voulez soutenir directement le travail derrière ces recherches et ces vidéos, vous pouvez aussi nous offrir un café via Buy Me a Coffee. Chaque soutien aide à produire plus d'épisodes comme celui-ci. Activez les notifications pour ne jamais manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi dans les commentaires, si un changement de procédé aussi important se trouvait sous les yeux des ingénieurs depuis des décennies, quelles autres percées évidentes pensez-vous qu'on ne voit pas encore ?